La dernière partie, le grand 3, sur la modernité et la radioactivité, deux arguments, donc les arguments, les derniers arguments sur l'histoire de l'âge de la Terre qui vont nous permettre d'accéder à l'âge que l'on considère aujourd'hui comme le bon. Alors, c'est la radiochronologie qui va nous permettre de déterminer cet âge. Alors, en quoi consiste la radiochronologie? Elle est basée sur la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel. Bon, je vous laisse revoir ce qu'est un élément radioactif peut-être. C'est un élément qui contient un nombre de nucléons supérieur à l'élément, même élément considéré non radioactif. On en parle d'isotope. Un isotope, c'est un élément qui possède le même nombre de protons, c'est pour ça que c'est le même élément, mais qui possède des neutrons en plus. Alors certains de ces isotopes sont stables, ils possèdent des neutrons en plus, et puis c'est tout. Et puis certains se désagrègent, se transforment en d'autres éléments. On appelle ça les isotopes radioactifs. Alors, c'est cette radioactivité découverte par Becquerel donc, qui va nous permettre de déterminer l'âge de la Terre. Alors, le premier à pratiquer cette méthode, c'est Rutherford, un néo-zélandais qui va en fait appliquer la méthode à l'hélium. Le problème, c'est qu'on va voir très très vite dans ce cours que la quantité d'hélium, elle est très disparate sur Terre, c'est pas du tout la même, et en fonction des objets que vous datez, que vous utilisez, eh bien, vous obtenez des âges totalement différents. Rutherford, pour utiliser une bonne méthode, la méthode de la radioactivité à l'hélium est très bonne, mais suivant les objets, il obtient des âges de 40 millions, 140 millions, 500 millions. Si bien qu'on va très vite en fait abandonner cette méthode, non pas de datation par radioactivité, mais de datation à l'hélium. Alors qui va trouver en fait la méthode pour essayer d'avoir quelque chose qui se tient dans le temps, un objet qu'on peut dater et où les atomes ne sont pas disparates, ne sont pas disséminés de façon aléatoire, eh bien c'est Patterson. C'est Claire Patterson en 1953 qui utilise la méthode de datation plomb-plomb sur des météorites pour dater l'âge de la Terre. Le résultat qu'il obtient est considéré aujourd'hui comme la première estimation correcte de l'âge de la Terre et c'est cette méthode qu'on vous propose de découvrir. Alors elle n'est pas très simple, elle n'est pas non plus extrêmement compliquée parce qu'en fait dans ce cours on l'a complètement simplifiée, mais bon, elle reste un petit peu ardue, il faut s'accrocher un tout petit peu. En même temps, la méthode est géniale. Alors, avant de voir ça, on va regarder un petit peu les questions qui étaient suggérées. Comment expliquer, comment évoluent les rapports plomb 206, plomb 204 et plomb 207 sur plomb 204 dans une roche au cours du temps? Alors d'abord, on va essayer d'expliquer ce que c'est que la radioactivité. La radioactivité, on l'a dit, c'est quand un élément se désintègre en un autre. Si vous prenez par exemple l'uranium 235, qui est ici en violet, eh bien, on va le perdre au cours du temps. Ici, il y en a à peu près 13. Ici, il y en a 2, 4, 6 et un 7. Ici, il y en a 7. Ici, il n'y en a plus que 4. Ici, il n'y en a plus que 2. En fait, on va perdre l'uranium 235 au cours du temps. On dit qu'il va se désintégrer. Il va se désintégrer au profit d'un autre élément, qui est le plomb 207. Ce qui fait que plus vous allez perdre d'uranium 235, plus vous allez gagner ici en vert du plomb 207. Vous voyez que ce que vous perdez en gros ici en violet, vous le gagnez en vert à chaque fois ici. Et c'est la même chose en fait pour l'uranium 238 qui est en rose ici. On en a 2, 4, 6, 8 et 9. On n'en a plus que 2, 4, 6, 8 ici. Donc on n'en perd qu'un seul ici. Il y en a encore 2, 4, 6 et un 7 ici. Donc on n'en perd qu'un seul ici. On n'en perd qu'un seul là. Pourquoi? Parce que l'uranium 238 se désagrège beaucoup moins vite, se désintègre beaucoup moins vite que l'uranium 235.
Si bien que, comme l'uranium-235 donne le plomb-207, eh bien, on va très vite perdre de l'uranium-235 et gagner du plomb-207. Et on va perdre peu d'uranium-238 et gagner peu de plomb-206. Notez que les jeunes ne bougent pas, hein. Ici, 1, 1, 1, 1. Pourquoi? Tout simplement parce que le plomb-204, c'est un isotope stable. Alors, pour répondre donc à la question, expliquer comment évoluent les rapports de plomb-206 sur 204 et plomb-207 sur plomb-204 dans une roche au cours du temps, eh bien c'est très simple. Pourquoi on prend, en fait, à chaque fois, on divise l'isotope plomb-206 et plomb-207 par le plomb-204, tout simplement pour avoir une référence, puisque le plomb-204 est stable. Donc en fait, on veut une référence. Et du reste, les appareils, comme les spectromètres de masse, qui mesurent les quantités de ces isotopes-là, eh bien, ne savent que calculer un rapport. Voilà. Donc il leur faut quelque chose de stable, comme le plomb-204. Donc, comment évolue la quantité finalement de plomb-206 et de plomb-207 dans une roche, mais on l'écrit sous la forme d'un rapport plomb-206, plomb-204 et plomb-207 sur 204? Eh bien, vous le voyez, la quantité de plomb 207 va augmenter assez vite dans le temps, et la quantité de plomb 206, elle, va augmenter lentement. Alors on peut juste faire un petit parallèle avec ce que vous avez vu en physique. Pourquoi le plomb 207 augmente rapidement? Eh bien vous le voyez ici. Si j'ai une quantité d'uranium 235 ici, eh bien, le temps qu'il faut pour diminuer de moitié cette quantité d'uranium 235, elle est de 700 millions d'années, 0,7 milliards d'années. Alors c'est beaucoup pour nous, mais c'est relativement peu pour un élément radioactif. Ça veut dire que le plomb 207 se produit, augmente, sa quantité augmente assez rapidement. Alors que si vous regardez l'uranium 238 qui donne du plomb 206, pour diminuer de moitié la quantité d'uranium 238, il faut 4,47 milliards d'années. Donc ici, pour diminuer de moitié la quantité d'uranium 235, ici, il faut 700 millions d'années, 0,7 milliards d'années. Alors que pour diminuer la quantité d'uranium 238 de moitié, il faut 4,47 milliards d'années. Si bien que la quantité de plomb 207 va augmenter plus vite que la quantité de plomb 206. À l'aide des documents E et F, expliquez pourquoi le coefficient directeur des droites sur lesquelles s'alignent les données augmente avec le temps. Alors moi, ce que je vous propose, avant de répondre à cette question, c'est de partir plutôt sur la 3 et expliquer pourquoi l'âge des météorites peut être utilisé pour connaître l'âge de la Terre. Et j'allais vous dire, c'est même plutôt pourquoi expliquer comment les météorites sont pratiquement une des seules méthodes à utiliser pour connaître l'âge de la Terre. Alors pour ça, on va partir du début et on va se réintéresser à la formation du système solaire. Dès que ça voudra ne plus bloquer. Voilà. Alors, partons du départ. Comment s'est formé le système solaire? Aujourd'hui, on a des connaissances très précises là-dessus. Le système solaire, il naît de ce qu'on appelle une nébuleuse. C'est un ensemble formé de gaz et de poussière. Cette nébuleuse, elle va se condenser, et ça va donner donc l'étoile centrale, le Soleil, les planètes, les astéroïdes. Et vous voyez que en fait, dans ces grains-là, ces petits grains de poussière que j'ai refait ici un petit peu en bleu, la matière est homogène. Cette nébuleuse, elle a une composition tout à fait homogène en oxygène, silicium, magnésium, aluminium, calcium, peu importe. Et on va y retrouver dans cette nébuleuse le plomb et l'uranium que nous avons utilisé, dont nous avons commencé à parler. Donc cette matière est uniformément répartie
Il n'y a pas des endroits où on a plus de silicium, ou plus d'uranium, ou plus de plomb, ou moins de fer, moins de calcium, etc. Non, c'est réparti uniformément. Le problème, c'est que quand ces matières se condensent et donnent le système solaire, donc le Soleil, les planètes, Mercure, Vénus, le mot est mal placé, Vénus, la Terre, Mars, puis les planètes gazeuses, on voit qu'en fait, on n'a pas la composition initiale de départ. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une planète comme la Terre, on dit qu'elle s'est différenciée, en fait, elle a formé des couches différentes. On a la croûte, le manteau, le noyau, depuis la surface, donc la croûte, le manteau, le noyau. Du reste, alors le Soleil, lui, il n'est formé quasiment que d'hélium et d'hydrogène. Mercure, c'est une planète qui s'est aussi différenciée, donc la composition n'est plus homogène. Vénus, Mars. Et donc, le problème qu'on a, c'est d'essayer de retrouver cette composition initiale là, de la nébuleuse. Et notamment les quantités de plomb et d'uranium de départ. Parce que vous allez voir que c'est cette méthode-là qui va nous permettre, c'est ces quantités-là qui vont nous permettre de dater la formation du système solaire. Donc où est-ce qu'on va retrouver des corps qui n'ont pas suffisamment grossi pour former des couches différentes où la composition n'est plus homogène, où la composition est restée homogène, pardon, eh bien, ce sont dans nos astéroïdes. Nos astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter, autour du Soleil, comme toutes les planètes tournent autour du Soleil, eh bien, les astéroïdes aussi entre Mars et Jupiter. Et ces astéroïdes, de temps en temps, ils connaissent des collisions, ils font des collisions, et ils sortent de leur orbite, et ils peuvent rejoindre l'orbite de la Terre. Quand un fragment d'astéroïde percute la Terre, on appelle ça une météorite. Alors, voilà pourquoi, en fait, les météorites sont des outils extrêmement intéressants pour pouvoir dater la Terre. En fait, les météorites nous permettent d'avoir la composition initiale en plomb et en uranium. Et ce sont ces météorites qui proviennent d'astéroïdes qui n'ont pas suffisamment grossi, qui permettent donc d'avoir ces quantités-là. Alors, que va faire Patterson? Eh bien, Patterson, que l'on voit ici, il va utiliser des météorites, ici celle de Nuevo Laredo, celle du Canyon Diable, celle de Henbury, celle de Forest City, etc. Donc il va utiliser les météorites et il va déterminer un rapport plomb 206 sur plomb 204, plomb 207 sur plomb 204. Donc il veut les quantités de plomb 206 et de plomb 207. Et avec ces valeurs, donc il mesure avec son spectromètre de masse, et avec ces valeurs, il va tout simplement tracer un graphique de la quantité de plomb 206 en fonction de la quantité de plomb 207. Donc il va faire plomb 206 sur plomb 204, je vous rappelle qu'on mesure toujours un rapport par rapport à un élément stable, en fonction de plomb 207 et plomb 204. Il va placer ces valeurs sur ces droites. Alors revoyons un petit peu la technique. À l'aide des documents E et F, expliquez pourquoi le coefficient directeur des droites sur lesquelles s'alignent les données augmente avec le temps. Eh bien oui, regardez. C'est assez simple. Si je prends par exemple 3 météorites, imaginons-les, 3 météorites hypothétiques. Si je place les valeurs ici, eh bien je vais avoir ici donc 35 pour ce rapport-là, en fonction de 14 ici à peu près pour ce rapport-là. La deuxième valeur ici c'est 26 pour 12, et en fait la dernière valeur de 16 pour 11. Alors là on fait quelque chose de purement théorique, et vous allez voir que ce qui est génial c'est que ça marche avec les vraies valeurs. Pareil pour ici et pareil pour ici. Et en fait, que va faire ce rapport, que vont faire ces points avec le temps? Eh bien, regardez, avec le temps, on l'a dit, la quantité de plomb 206 va augmenter faiblement, puisque la quantité d'uranium 238
se désintègre lentement. Donc là, tous ces points-là ce point-là va se décaler vers la droite, mais lentement. Alors que la quantité de plomb 207, elle augmente rapidement. Pourquoi? Parce que l'uranium 235 se désintègre rapidement. Donc ce point-là va avoir tendance à aller lentement vers la droite, mais assez vite vers le haut. Et donc il va se décaler vers la droite, vers le haut et la droite. Pareil pour ce point, et pareil pour ce point. Mais si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que en fonction donc du temps qui passe et de la désintégration, eh bien vous allez augmenter la pente de votre droite. Si on prend ici ce graphique, vous voyez bien que si je trace ici l'angle alpha qui correspond à la pente, eh bien je vais avoir quelque chose qui va augmenter. Je vais avoir quelque chose qui va augmenter avec le temps. L'angle ici est plus petit qu'ici, et vous voyez que si je laisse passer du temps encore, vous allez voir que cet angle-là va encore augmenter. Donc avec le temps, l'angle de ces droites-là, qu'on va appeler des isochrones, eh bien augmente. Alors n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour voir où est-ce que vous décrochez, si vous décrochez. Si vous ne décrochez pas, tant mieux. Donc là, on a répondu à la question comment évoluent les rapports dans une roche de plomb 206-204 en fonction de plomb 207-204. Donc les deux augmentent, mais le plomb 206 augmente moins vite que le plomb 207. Ce qui vient que si je mets les valeurs de plusieurs météorites sur ce graphique, eh bien ma droite a une pente qui augmente. Alors, déterminer l'âge de la Terre en utilisant les mesures de Patterson. Eh bien, on n'a plus qu'à faire ça. Alors oui, petite chose avant de faire ça, c'est que cette pente-là, le coefficient directeur de la droite, ici, que nous allons donc calculer forcément, va donner le temps. Et vous avez une correspondance directe entre le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de la droite, de l'isochrone. Je vous rappelle que l'isochrone, c'est juste quand on met les rapports plomb 207-204 en fonction de plomb 207-204 de plusieurs météorites. Ici, il y en a 3, ici, il y en a 3. C'est ça qu'on appelle une isochrone. Eh bien, la pente de cette isochrone-là va vous donner l'âge. Par exemple, ici, cette pente-là correspond à un âge de 3 milliards d'années. Cette pente-là, ici, correspond à un âge de 4 milliards d'années. Ici, le coefficient est à peu près de 0,59. Entre 0,42 et 0,59, ici. Et ça nous donne un âge. On reprend cette pente-là à une isochrone de environ 0,42, 425, ça donne un âge de 4 milliards d'années. Pour cette isochrone-là, on a un coefficient de 0,223 qui correspond à 3 milliards d'années. Et en haut, pour cette isochrone-là, on aurait une pente qui correspondrait à 0,845, ce qui correspond à 5 milliards d'années. Bon, voilà, tout ça est parfaitement théorique. Utilisons maintenant les mesures de Patterson. Et où est-ce qu'on les trouve, ces mesures de Patterson? Eh bien, ces mesures de Patterson, on les trouve ici, dans ce tableau. Et donc, eh bien, c'est assez facile. On n'a plus qu'à prendre notre graphique et à placer nos valeurs et à déterminer la pente. Si je prends par exemple la météorite de Nuevo Laredo, je suis, pour le rapport plomb 206 sur 204, je suis à 50-25. Je vais placer 50-25, 50 c'est là, 51 c'est là, donc 50-25 c'est très proche de 50, pour une valeur de 34 en ordonnée. 34, c'est juste au-dessous de 35, on est là. Ça, c'était donc pour cette météorite-là. Pour la météorite de Canyon Diablé, je prends le rapport plomb 206 sur 204 à 9,46. 9,46, je suis très proche de 9.
et en ordonnée à 10,34. Très proche de 9, et je monte à 10,34. « 9,55, 10,38 pour la météorite de Henbury, c'est très proche de celle de Canyon Diablé. 10,38. Alors, pardon, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est 10,34, donc c'est juste après 10. Et 10,34 et 9. Non, c'est bien 9,46, pardon, pour 10,34. Voilà. Donc là, on est là. 10,38, 9,55, c'est quasiment le même point. 19,25, 15,95. 19,27. Je suis là. 15,95. Je vais être là. 19,48, 15,76. 48, 15,76. 19,48, 15,76. Ça va être quasiment le même point. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir de quoi? Eh bien, on va tout simplement s'apercevoir que ces points vont aussi s'aligner. Si vos météorites, si les roches que vous datez sont fiables, si vous n'avez pas perdu d'uranium et pas perdu de plomb, eh bien, sur différentes météorites, ici je vous rappelle qu'on en a 2, ici on en a 2, ici on en a une, eh bien sur ces 5 météorites, les valeurs s'alignent. Et il ne reste plus qu'à déterminer donc la pente de cet isochrone. Quelle est la pente ici de cet isochrone? Alors comment on détermine en fait la pente d'une droite? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas. Il faut établir la différence des Y sur la différence des X. Donc ici, la méthode en fait pour dater dater donc une isochrone, c'est de déterminer sa pente. La pente correspond en fait à la différence des Y, des ordonnées, divisé par la différence des X. Alors je l'ai fait ici par exemple pour la première isochrone de Patterson, en haut, qui donnait 5 milliards d'années. Eh bien regardez, effectivement, si je regarde, ça correspond bien à on va y arriver, excusez-moi, c'est pas ça. Ça correspond donc bien à Y2 moins Y1. Si je prends celle-là, le premier Y, ici, ou lequel j'ai pris 42,5 ici, ce point-là. J'obtiens bien un Y1 ici. Ça, c'est Y1. Moins Y2, j'ai pris 30. 30. J'ai pris ce point-là. Donc ça, c'est mon Y2. Divisé par les X qui correspondent bien sûr à ces points-là. Donc si c'est ce point-là, le premier X correspond à 35. Donc ça, c'est X2. Ça, c'est donc bien X2. Et ce point-là que j'ai considéré, je n'ai pas considéré un point de mesure ici, j'ai considéré celui-là parce que c'était plus facile, correspond bien à 20. Donc ça, c'est bien X1. Et j'ai fait une petite bourde tout à l'heure. La première ordonnée, c'est X2. Et la deuxième, la plus petite, c'est X1, Y1. Donc il suffit simplement de faire Y2 moins Y1 divisé par X2
moins x1, ce qui nous donne 12,5 divisé par 15, ce qui nous fait 0,83. Et si je regarde effectivement dans le tableau de Patterson, 0,83, c'est proche de 0,84, ça me donne bien un âge de 5 milliards d'années. Donc ça, c'était sur le théorique. Maintenant, revenons aux valeurs qui sont les nôtres ici qu'on a entrées. Il vous suffit de déterminer ici les Y1 et les Y2 que vous voulez considérer. Alors on va changer de couleur. On va se mettre en rose. Et on va déterminer que sur les météorites vraies sur lesquelles on a bossé, on était ici sur ce point-là à 35. Ça va être mon Y2. Pour un X2 pardon, de 50. Et je peux prendre une deuxième météorite ici, ou ici, comme vous voulez. Alors ce point-là aussi, on voit que ça passe par ici. Donc on peut prendre ce point-là qui est parfait. Hein. Ici, j'ai un Y1 à 20. Et ça correspond ici à un X1 à 25. Il ne me reste plus qu'à calculer donc la différence des Y. 35 moins 20 divisé par la différence des X, 50 et 25, 50 moins 25, ce qui me fait un résultat de 0,6. La pente de cet isochrone ici, établie sur les vraies météorites, les météorites qu'on a pu récolter, est de 0,6 par cette méthode-là. Donc, on voit tout de suite que 0,6, c'est très proche de 0,597, c'est légèrement supérieur. L'âge de la Terre s'approche donc de 4,5 milliards d'années. Voilà. Ici, vous avez donc tout simplement le théorique avec le calcul des pentes. On a calculé ici, par exemple, pour cet isochrone-là, la pente par la méthode des Y et des X, et on obtient un coefficient directeur, donc c'était les coefficients noirs ici, pour ici. On obtenait un coefficient directeur de 0,83 qui donnait bien un âge de 5 milliards d'années, mais qui était parfaitement théorique. Et quand on travaille sur les météorites avec les valeurs de Patterson ici, pour ces 1, 2, 3, 4, 5 météorites ici, eh bien, on s'aperçoit que le coefficient directeur obtenu, travaillé sur les valeurs en rouge ici, eh bien, vous donne un coefficient directeur proche de 0,6. Et 0,6, quand on regarde ce coefficient directeur de 0,6, à quel âge il se rapporte? Eh bien, il se rapporte à 4,5 milliards d'années. Voilà comment, à la fois des physiciens qui travaillaient sur la radioactivité, comme Rutherford, et aussi des géologues, géophysiciens comme Claire Patterson, ont réussi à déterminer l'âge de la Terre en passant par des objets qui avaient gardé la composition initiale du système solaire. Cette composition initiale du système solaire, quand elle est homogène, elle vous donne toujours donc les mêmes âges. Et toutes les météorites qui ne sont pas différenciées vous donnent le même âge. Et si vous prenez la composition terrestre totale, eh bien, si vous recalculez l'âge à partir de la composition terrestre totale,